Le peuple existe-t-il? Bon, ce qui peut paraître une question idiote ou bien provocatrice, parce que on a l'impression que, bien sûr, il existe, qu'on le sait, qu'on l'a rencontré, qu'on l'a vu, qu'il est, bon, qu'on peut désigner, etc. Et en même temps, c'est pas si simple que ça, quoi. Bon, lorsque j'étais étudiant, lorsque à la fac, quelqu'un parlait comme ça, un peu, avec un peu d'énergie du peuple, du prolétariat, de la classe ouvrière, il y a toujours quelqu'un qui, pour lui couper le sifflet, disait, me dis donc, va un peu raconter ça à la porte des usines. Tu verras, c'est là ce qu'ils en diront, quoi. Donc l'idée que, bon, le peuple, tu en parles, d'accord, mais il y a un endroit où il existe vraiment, et va un peu voir ce qui se passe, quoi. Bon, en général, disons, l'orateur, du coup, il disait plus rien. Ou bien, mais quelquefois, bon, il y allait, s'il allait voir le peuple à la porte des fameuses usines, quoi, ben, il se rendait compte précisément que c'était pas un peuple, mais plusieurs peuples, pas seulement des ouvriers de plusieurs populations, mais des gens qui vivaient différemment, le fait même d'être ouvrier, quoi. Et puis, bon, bien sûr, si le problème, c'est que, bon, 20 ans après, 30 ans après, ce lieu du peuple, bon, l'usine, etc., bon, ben, il n'existait plus, quoi. À la place, il y avait des supermarchés, un petit square, des résidences, un centre culturel, que sais-je encore. Et, bon, par conséquent, il fallait bien aller chercher plus loin. Donc, ceci pour dire que, bon, il y a toujours des évidences qu'on peut comme ça montrer, mais précisément, disons, ça ne résout pas la question. La question qui est, qu'est-ce qu'on dit, de quoi on parle lorsqu'on dit le peuple, quoi. Et la question, bien sûr, c'est celle de l'article lui-même, quoi, parce que le peuple, ça désigne, au fond, comme une espèce de réalité qui serait vraiment bien assurée, quoi, avec une double certitude, à savoir qu'il y a une réalité matérielle qui correspond, et puis qu'il y a un concept, qui est le concept précisément qui fait le peuple, quoi. Or, précisément, disons, si on regarde de plus près, on est toujours dans une espèce de tension entre, disons, concept politique et réalité sociale, tension entre l'un du peuple et puis une espèce de multiplicité dans lequel ce peuple va se fragmenter, se décomposer, quoi. Donc, bon, voilà, aujourd'hui, j'essaierai un petit peu de poser un petit peu la question à travers, justement, disons, plusieurs entrées qui seront justement toujours sur des interrogations sur la manière dont, à la fois, disons, il y a cette nécessité d'avoir cet article, le peuple, et en même temps, pourquoi cet article, pourquoi ce passe son temps à se fragmenter ou à s'écarter. Donc voilà, j'essaierai de voir ça un petit peu à travers un certain nombre, donc à travers 4 ou 5 entrées, selon le temps. Bon, première entrée, la plus bête, bien sûr, le dictionnaire, quoi. Bon, dans le dictionnaire Littré, il y a 12 définitions du peuple. Bon, bien sûr, ces définitions, elles sont différentes, éventuellement contradictoires, mais ce qui est plus intéressant, c'est que très souvent, les exemples, parce qu'il y a toujours beaucoup d'exemples, de citations littéraires dans le Littré, très souvent, les citations et les exemples, finalement, viennent complètement brouiller et contredire, même éventuellement, la définition qui a été donnée d'abord. Bon. La première définition du peuple dans le Littré, c'est comme ça, c'est « multitude d'hommes d'un même pays et vivant sous les mêmes lois ». Là, c'est clair, en quelque sorte, on sait ce que c'est que le peuple, quoi. Mais si on regarde les exemples, on trouve par exemple une phrase de Pascal. « Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. » Bon, il est clair que dans cet exemple, ça a plutôt le même sens, peuple. Il ne s'agit plus du peuple dans son ensemble, il s'agit d'une partie, il s'agit finalement d'une masse, des gens qui doivent obéir et qu'il faut faire obéir, premièrement. Et puis il s'agit deuxièmement de gens qui obéissent dans la mesure où ils croient. Dans la mesure où on ne se pose pas de questions, quoi. Donc, au fond, il s'agit de gens pas très malins. Donc, voilà, ce peuple qui était posé comme une espèce d'unité toute simple, à la fois géographique et puis, disons, juridico-politique, tout d'un coup, il se fragmente, et ça devient une partie particulière qui se signale par le fait que, il est là pour obéir, premièrement, et puis que, deuxièmement, il n'est pas très malin, et il faut qu'il croie pour obéir, quoi. Bon. Donc, par conséquent, disons, de la définition première d'un ensemble, on est passé à une espèce de partie. Et bon, il y a une autre définition, c'est la 9e, je crois, dans le Littré. Voilà. Le peuple, ça devient quoi? La partie de la nation considérée par opposition aux classes où il y a soit plus d'aisance, soit plus d'instruction. Donc, une définition du peuple, justement, qui est plus du tout, disons, en quelque sorte compacte, mais au contraire relationnelle, quoi. Relationnelle et en même temps, cette relation impliquant une infériorité. Peuple va désigner alors une partie du premier peuple et une partie infériorisée. Et infériorisée par quoi? On peut dire par le fait même qu'elle est nombreuse, comme si être nombreux, précisément, ça impliquait qu'on a peu de savoir et peu d'aisance. Bon, voilà. Qu'est-ce qui est important à travers toutes ces définitions du peuple? C'est quelque chose comme, au fond, une espèce de transformation de la quantité en qualité, quoi. Au fond, la quantité apparaît, disons, d'emblée comme quelque chose de suspect, comme une qualité, et une qualité qui est plutôt une absence de qualité ou une qualité négative, quoi.
Et donc, bon, parmi toutes ces définitions, bon, il y en a une seule qui véritablement, définit le peuple, comme nous l'entendons souvent, savoir comme un sujet politique, comme le sujet qui décide en politique, ou le souverain, quoi. Bon, c'est la 7e, le peuple considéré dans une république comme le souverain. Bon, là, on peut dire sur une terre ferme, sauf que, là encore, les exemples, les citations vont contredire finalement la définition initiale. Bon, par exemple, on va nous citer Platon, bon, le peuple est un animal inconstant, ou bien Montesquieu, le vice des anciennes républiques était que le peuple avait droit d'y prendre des résolutions actives. Bon, autrement dit, bon, ben là, on a défini le peuple comme sujet politique, mais en même temps en disant que c'est pas un bon sujet politique. Donc voilà, si on prend la première entrée, le dictionnaire, à la fois on nous donne comme une unité globale, et en même temps, cette unité globale est d'emblée divisée. Divisée et vont ramener à une partie qui est le grand nombre, mais le grand nombre opposé au petit. Donc le grand nombre, en fait, on peut dire inférieur au petit. Donc voilà, disons, leçon de la première entrée. Bon, deuxième entrée, si on veut, dans le problème, bon, on peut la prendre à partir de la situation que nous connaissons actuellement, à savoir d'une situation électorale. Bon, dans une quinzaine de jours, un président de la République va être élu par le peuple français. Quand on parle là de peuple français, on entend précisément l'ensemble constitué par toutes celles et tous ceux qui ont la nationalité française et sont en âge de voter. Donc, on peut dire que là, on a une espèce d'identification qui a l'air claire, qui a l'air sans problème, entre une réalité matérielle, la population d'un pays, et puis un concept, qui est un concept vraiment de la théorie politique, le souverain, celui qui exerce la souveraineté collective. Et pourtant, cette identification, on la voit tout de suite entamée par toute une série un petit peu justement d'écarts. Premier écart, au fond, le peuple souverain va décider. Simplement, ce peuple souverain, ça ne sera qu'une collection d'individus qui vont solitairement déposer un bulletin dans une urne. C'est seulement le décompte des bulletins qui permettra de dire que le peuple a tranché. Donc le peuple qui décide aura existé en fait comme une réalité purement comptable, le fait qu'un des bulletins aura recueilli la majorité des voix au second tour. Donc voilà, le peuple souverain, il aura existé, on peut dire, et après c'est fini, quoi, il aura existé comme cette collection d'individus, et une collection dont on peut dire qu'au fond, elle exerce le pouvoir du peuple dans un seul acte, qui est l'acte de se démettre, quoi, de devenir, où chacun, finalement, de ces individus qui forment le peuple vient dire, d'une certaine façon, qu'il a exercé son pouvoir et que c'est fini, et que maintenant, disons, il ne s'occupe plus de la suite. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que cette majorité, donc, qui tient lieu de peuple, elle sera elle-même, selon toute probabilité, qu'une minorité. On sait que dans chacune de nos élections, finalement, la majorité qui va élire donc ce président n'est qu'une minorité parmi les inscrits sur les listes électorales. Donc, ce peuple qui a tranché par son nombre, ne sera en fait que la plus nombreuse minorité. Troisième problème qui porte sur cette idée du peuple qui tranche. Qu'est-ce qu'on entend au juste par trancher, quoi ? Et bien sûr, on est dans une situation qui est particulièrement, significative aujourd'hui, à savoir parce que tous ceux qui vont aller voter, donc qui vont trancher, exercer le pouvoir de trancher, connaissent tous déjà par les sondages le résultat de l'élection. Non seulement ils le connaissent tous, mais on peut dire qu'ils savent même comment eux ils vont voter, en tout cas ils savent comment, les gens qui appartiennent à sa classe d'âge, à son groupe social, vont majoritairement voter. Donc, d'une certaine façon, il va trancher, mais en même temps, ça a déjà été tranché en un sens, quoi. Et puis, quatrième problème, et pas le moins redoutable, c'est que, au sein de ce peuple qui aura tranché, dans le sens que nous savons, les mêmes sondages nous disent qu'il y a un groupe qui va voter moins que les autres. Un groupe qui se sentira moins que les autres représenté par le président que le peuple aura élu. Et ce groupe, bien sûr, qui se sentira moins que les autres représenté par l'élu du peuple, ce sera bien sûr ce qu'on appelle les classes populaires. Donc classe populaire qui est justement comme une espèce de partie du peuple et qui est un petit peu mise justement comme aux marges de ce peuple qui va se donner un représentant. En somme, là, on a une situation un peu paradoxale où on a un peuple qui aura tranché dans un mois. Il aura tranché dans un sens que nous connaissons déjà. Et on peut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de peuple dans ce peuple, d'une certaine façon. Il n'y aura pas d'action collective. Il y aura une majorité qui sera une minorité. Il y aura un décompte global, mais qui est déjà anticipé par un échantillon de 1000 ou 2000 ou quelques milliers de personnes.
Et puis, finalement, ce peuple, en plus, on l'acceptera tout de suite de ne pas être très populaire, quoi, de précisément être le peuple sans les classes populaires. Donc, on a une situation un peu paradoxale, quoi. Bon, certains en tireront argument pour dire que nos représentants ne sont pas des vrais représentants, que eux sont les vrais représentants du peuple. Bon, mais disons, c'est peut-être pas, disons, la conclusion la plus intéressante à tirer. La conclusion la plus intéressante et la plus, finalement, en un sens provocatrice, c'est que peut-être il faut inverser les choses, quoi. Inverser les choses, à savoir que peut-être c'est pas le peuple qui, disons, choisit ses représentants. C'est que c'est le système de la représentation qui crée le peuple, ou plutôt qui crée un peuple particulier, quoi. Bon, autrement dit, ce qu'on est amené à penser, c'est que le peuple comme acteur politique n'existe pas en soi, précisément comme cette réalité qui serait à la fois géographique, statistique, sociologique, politique, quoi. Le peuple comme acteur politique, donc celui qui exerce, disons, la fonction souveraine, il existe toujours comme un certain peuple, comme le produit d'un certain nombre d'institutions, de mécanismes qui vont créer quoi, des types de peuples, des manières d'être peuple, des manières de faire peuple, quoi. Donc, il y a quelque chose comme une espèce de production qu'on pourrait dire, institutionnelle d'un corps du peuple. Et cette production institutionnelle est toujours une manière un petit peu au fond, de composer avec la question de la quantité, avec le peuple comme grand nombre, quoi. Avec cette quantité qui est conçue à la fois en même temps comme absence de qualité ou comme qualité négative, quoi. Donc voilà, d'une certaine façon, ça nous ramène à penser qu'est-ce que ça veut dire, représentation. Parce que représentation, je dirais qu'on a une vision officielle de ça, à savoir que, le peuple, nous sommes dans une démocratie, dit-on, donc le peuple exerce son pouvoir. Normalement, on sait le pouvoir du peuple, la démocratie, c'est précisément qu'il n'y a pas de représentants. Mais non, mais on nous dit malheureusement le peuple il est très nombreux, on n'est plus à Athènes, on n'est plus une espèce de petit village, quoi. Donc le peuple exerce son pouvoir, mais comme il est trop nombreux, disons, il choisit des représentants pour exercer son pouvoir à sa place. Bon, ce qui est une vision, à mon avis, quand même, qui est beaucoup trop simpliste, en quelque sorte, et beaucoup trop idyllique aussi en un sens, quoi. Parce que, en fait, le rapport du petit nombre au grand nombre, et on l'a vu déjà à travers le dictionnaire, il n'est pas simplement quantitatif, il est qualitatif, quoi. Disons, le système représentatif, c'est un système qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle, plus particulièrement mis au point par les pères fondateurs américains. Et dans cette logique, disons, le petit nombre, c'est pas la réduction du grand nombre. Le petit nombre, c'est l'opposé du grand nombre. C'est la petite élite qui est opposée à la masse grossière. Donc les représentants, c'est pas l'image réduite de la population. Non, ce sont les hommes qui sont jugés capables de représenter les intérêts généraux d'une collectivité. Autrement dit, au fond, il y a en quelque sorte comme trois nombres qui vont entrer en jeu, quoi. Il y a la collectivité. Et puis il y a la question de savoir qui peut s'occuper de la collectivité correctement, quoi. Et la réponse étant que le grand nombre n'est pas capable. Donc c'est le petit nombre qui, dans cette logique-là, est, disons, capable de représenter, non pas le grand nombre, mais les intérêts généraux de la collectivité. Et pourquoi ? Parce que ces gens, au sein de cette collectivité, ont un poids prédominant, parce qu'ils disposent des ressources, des talents, des vertus, dont le grand nombre est, on peut dire, comme par définition défini, quoi. Et on sait donc, au fond, la création des républiques modernes s'est faite sous le signe de cette opposition, on peut dire, entre deux types de peuples, quoi. Entre un peuple du grand nombre et un peuple du petit nombre, quoi. C'est qui est très explicite, disons bien explicité par tous les pères fondateurs américains. Je pense par exemple un texte d'un des grands artisans de la Constitution fédérale américaine, le mot Madison. Il nous explique que le propre du gouvernement républicain, c'est la représentation. Qu'est-ce qu'elle a fait, la représentation ? Elle affine et elle élargit les opinions du public en les faisant passer par la médiation d'un corps choisi de citoyens dont la sagesse peut discerner les vrais intérêts de leur pays. Donc il ne s'agit pas, disons, pour les représentants de représenter, disons, les désirs, les vœux, les intérêts du grand nombre. Non, il s'agit proprement au contraire de veiller à ce que les intérêts de la collectivité ne soient pas sacrifiés aux désirs et aux intérêts du grand nombre, c'est-à-dire à ce que le même Madison appelle, d'un terme qui fera fortune, la tyrannie des majorités. Donc, au fond, qu'est-ce que fait la représentation ? Dans sa logique pure, elle crée un peuple restreint. Un peuple restreint, mais qui doit être restreint en un sens pour
rester peuple, c'est-à-dire pour avoir la consistance au fond, d'un peuple qui agit politiquement, quoi. Bon, donc, à l'origine, donc, ça repose sur l'idée qu'il y a une classe sociale homogène, cette classe donc des propriétaires instruits, quoi, qui au fond est capable de représenter les intérêts généraux d'une collectivité et de choisir en son sein ceux qui sont, disons, les mieux à même, de mettre en œuvre ces intérêts qui sont ceux de la collectivité. Et donc, paradoxalement, le suffrage censitaire, donc, qui exclut la majorité de la population, est un suffrage qui, en même temps, est destiné à créer un certain peuple, c'est-à-dire un certain rapport entre un groupe social et puis les gens qui vont disons, effectivement, exercer le pouvoir. Donc, au fond, voilà, la représentation, elle crée quoi? Un peuple qui est à la fois une sorte d'idéal du nombre, quoi. Pas trop nombreux. Si on est trop nombreux, c'est la tyrannie de la majorité, mais assez nombreux pour faire peuple, ça veut dire pour pouvoir exercer un contrôle sur des représentants qui, au fond, sont un petit peu partie en quelque sorte du même monde, du même groupe, de la même identité sociale qu'eux, quoi. Autrement dit, au fond, il y a cette idée qu'au fond, pour qu'il y ait peuple, il faut qu'il y ait un corps qui ne soit pas séparé de ceux qui les gouvernent, qui ne soit pas séparé de son propre pouvoir, quoi. Et d'une certaine façon, disons à l'origine, justement, au fond, ce gouvernement, d'un côté, est un gouvernement donc fondé sur l'exclusion du plus grand nombre, et en même temps avec l'idée que précisément, c'est parce que le grand nombre est un peu mis de côté, parce qu'on est un petit nombre, qu'on peut fonctionner d'une certaine façon dans un rapport de non-séparation entre peuple et gouvernement. Donc, si on se rappelle les premières constitutions américaines, donc elles sont fondées sur en fait une exclusion du grand nombre, mais en même temps, disons, elles introduisent une espèce de contrôle permanent des élections rapprochées, possibilité de révoquer les élus, donc une espèce comme de rapport en quelque sorte de proximité finalement entre le groupe des gens qui pensent qu'ils représentent la société et puis le groupe des gens qui exercent le pouvoir, quoi. Donc je crois que, pourquoi est-ce que je rappelle ça? Parce que, justement, on est un peu actuellement dans le brouillard. Dans le brouillard, parce qu'on nous dit qu'on est une démocratie représentative. On ne peut pas être une vraie démocratie, fonctionner directement sans délégué, donc on a des représentants. Mais à partir de ce moment-là, on oublie finalement complètement ce que représentation veut dire. Ce qui fait qu'on arrive à ce qui, pour moi, est une espèce de monstre, en quelque sorte, un gouvernement qui est ni démocratique, ni représentatif, quoi. Donc, disons, si on est, à travers disons, cette question de la représentation, ce que je voudrais un petit peu, c'est évidemment proposer une troisième entrée dans la question, cette question un petit peu au fond ce qu'on pourrait appeler l'écart du peuple avec lui-même, quoi. Pour essayer de voir cette espèce de paradoxe central qui est dans la question du peuple comme sujet politique ou comme acteur politique, quoi. À savoir qu'au fond, un peuple est toujours un peuple, à la différence d'autres peuples, un peuple contre d'autres peuples, quoi. Si je reviens sur cet exemple de la Constitution américaine originelle, quoi, il s'agit de faire un peuple qui, à la fois, soit contre un certain peuple, un peuple trop nombreux, un peuple du nombre, et en même temps aussi, qui soit donc un peuple pas trop nombreux, et en même temps un peuple assez nombreux. Donc un peuple qui soit pas trop nombreux, et disons en même temps un peuple qui est une certaine, disons, consistance de peuple. Comme s'il y avait au fond comme deux défauts à éviter pour être un peuple politique digne de ce nom, si on peut dire, à savoir, disons, le défaut que le peuple existe trop, qui serait un petit peu sur cette espèce de fantasme de la tyrannie des majorités démocratiques, quoi. Et en même temps, et d'un autre côté, disons, l'autre défaut serait d'être, disons, au fond, le défaut d'un peuple qui n'existe pas assez, qui n'existerait finalement que comme précisément le peuple, disons, ou bien un peuple ingouvernable, ou bien le peuple finalement qui se définirait dans son pur rapport à un souverain, à un maître, etc. Donc il y a cette tradition de la pensée politique, on peut dire que c'est deux figures comme un peu significatives, quoi, du peuple qui n'est pas assez peuple et puis du peuple qui est trop peuple, et avec l'idée que le bon règlement, c'est d'arriver à un peuple qui est à la fois assez peuple et en même temps pas trop peuple, quoi. Et ça, je voudrais un petit peu, disons, essayer donc ce sera ma troisième entrée, de l'examiner à partir des deux, on peut dire, théoriciens, il peut dire initiaux de la démocratie, à savoir Aristote et Platon, quoi. Pourquoi remonter si loin?
Pourquoi remonter plus loin? Pour une raison très simple, c'est que bon, on a affaire, c'est pas parce que disons on remonte aux origines de la pensée occidentale, c'est pas le problème, mais c'est qu'on a affaire à des philosophes qui vivent dans un monde où la démocratie existe comme régime politique et comme régime politique direct. C'est-à-dire, bon, c'est-à-dire précisément ils existent dans un monde où la représentation n'existe pas. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Quoi. Donc bon, il y a le peuple, il y a l'Assemblée du peuple, et puis l'Assemblée du peuple, disons choisie généralement par le sort, ces magistrats qui vont exécuter ces volontés. Donc voilà. Et pourtant, et ce qui est intéressant justement, c'est de voir en même temps que ces deux pensées sont deux manières de répondre à quelque chose comme un défaut qu'il faut corriger pour avoir un peuple, disons, comme il faut, quoi. Le défaut, soit que le peuple soit trop nombreux, soit que le peuple soit trop consistant, soit que le peuple soit pas assez peuple, qu'il soit inconsistant, quoi. Et bon, disons, pour le dire évidemment très très grossièrement, on peut dire que celui qui pose la question un petit peu, disons, du peuple qui est trop consistant, bon, c'est Aristote, quoi. C'est Aristote, alors que celui qui pose la question du peuple qui est pas assez consistant, dont le tort est de ne pas être assez consistant, ce serait plutôt Platon, quoi. Bon, si je prends Aristote, très sommairement, bien sûr, parce que bon, on ne fait pas un cours de toute façon de philosophie là aujourd'hui, on peut dire que chez Aristote, la question de la composition de la cité se pose de deux manières, quoi. On peut dire premièrement, la cité, donc la collectivité politique, est constituée à partir d'un personnage, d'une cellule originelle qui est le citoyen. Le citoyen, c'est quoi? C'est celui qui, à part au fait de gouverner et d'être gouverné. Donc, le citoyen, c'est celui qui est dans les deux positions. Il est celui qui commande et il est celui qui obéit. On pourrait dire, bon, ben voilà, c'est la définition de la démocratie. C'est la définition d'un peuple d'égaux où, précisément, il n'y a personne qui soit destiné à commander plutôt qu'à obéir. Bon. Très bien, simplement, donc, disons, Aristote aussitôt, disons, mais disons un peu un problème sur le tapis, à savoir que ce peuple d'égaux n'existe pas. Le peuple d'égaux n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? C'est un peuple qui est, dit-il, toujours composé de deux parties. Dans toute cité, il y a deux parties, il y a les riches et il y a les pauvres. Bon, les riches, c'est pas nécessairement forcément une question, disons, vraiment encore une fois, quantitative, disons, de nombre de richesses, mais il y a d'un côté, bon, bah, ceux qui ont les ressources, bon, ceux qui ont éventuellement l'argent, ceux qui ont le savoir, ceux qui ont de l'influence, etc. Et puis de l'autre côté, bah, il y a ceux qui n'ont rien de tout ça, quoi. Ils sont les pauvres, pas forcément les misérables, mais en tout cas, les gens qui ne se distinguent par rien de particulier, qui n'ont aucune, disons, titre à faire valoir, qui les élève au-dessus des autres. Donc, la cité matériellement existante, elle est composée de deux parties, et deux parties naturellement antagoniques. Donc, le problème, c'est, voilà, c'est pas simplement de constituer en quelque sorte une unité d'une multiplicité, c'est au fond de résoudre la question du deux. La cité est composée de deux blocs, il faut faire du 1 avec du 2. Oui. Et donc Aristote, disons, tout l'art politique chez Aristote, c'est justement d'arriver à une espèce de composition, des pouvoirs de telle manière qu'il y a une espèce de distribution des pouvoirs réels, des pouvoirs symboliques, des apparences de pouvoir, telles que d'une certaine façon, chacune des deux parties puisse s'imaginer que finalement c'est elle qui gouverne, quoi. Aussi bien que le peuple puisse se dire on gouverne et les gardes aussi, quoi. Bon, donc au fond, il y a cette espèce d'idéal en quelque sorte, en même temps, idéal qui se pose comme un peu au bord du gouffre, quoi. C'est-à-dire que s'il y a une des deux parties qui l'emporte, c'est fini, la cité s'effondre, on tombe dans la guerre civile, quoi. Donc voilà. Et en même temps, bon, il y a, disons, on peut dire que il y a, disons, quelque chose comme une espèce de danger fondamental qui est lié au grand nombre, disons, qui est lié. Parce que justement, le risque, c'est qu'une des deux parties s'identifie comme au tout de la communauté, identifie sa puissance à la puissance collective. Or, bien sûr, c'est évidemment ça le risque qui est immanent à l'idée même du peuple, donc de ce qu'on appelle le démos à Athènes. Pourquoi? Parce que le démos, c'est deux choses. C'est l'assemblée des citoyens donc, qui délibère et qui décide souverainement, et puis qui choisit ses exécutants. Bon, ça, la démocratie, donc, c'est le pouvoir de l'Assemblée citoyenne. Mais en même temps, la démocratie, c'est autre chose. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais entendu comme le groupe, pas des pauvres. Le groupe, pas des misérables, mais des gens ordinaires, des artisans qui sont toujours un petit peu à circuler, à discuter au sein de la cité et qui sont toujours prêts à participer à l'Assemblée, surtout évidemment si on touche une indemnité pour y assembler, quoi. Donc au fond, ce peuple-là, il tente toujours, au fond, en quelque sorte, à provoquer un déséquilibre dans la cité.
Et à ce moment-là, bon, l'art politique, c'est quoi? C'est justement d'arriver à séparer le peuple qui décide du peuple comme le groupe des pauvres, comme le groupe des gens qui sont nombreux. Et pour ça, bon, Aristote indique deux grands moyens. Le premier grand moyen, c'est que les magistratures, donc les fonctions exécutives, soient gratuites. Si elles sont gratuites, les pauvres, disons, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens, bien sûr, de les exercer, ou bien ils n'ont pas intérêt à les exercer. Puis le deuxième moyen, c'est encore plus radical, c'est de faire que l'assemblée du peuple, disons, soit comme dissociée de la réalité, de la réalité du grand nombre, quoi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? C'est faire une espèce, comme je dirais, de disjonction, de dissociation. Faut trouver, faut comme décomposer le peuple et trouver le bon peuple qui sera le peuple qui sera pas trop peuple, quoi. Et bon, Aristote a trouvé la solution. Disons, la bonne démocratie, c'est la démocratie du peuple paysan. Pourquoi? Parce que les paysans, les éleveurs, ils habitent loin de la cité, il faut qu'ils s'occupent des bêtes, qu'ils s'occupent de la terre, qu'ils s'occupent des semences, etc. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller à l'Assemblée. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'Assemblée, donc finalement, d'une certaine façon, ils vont se démettre du pouvoir. Donc voilà, ils auront le pouvoir, mais en même temps, ils l'exerceront pas, ils laisseront finalement aux gens, précisément, disons, qui ont la capacité, un petit peu les moyens de gouverner. Donc voilà, au fond, il y a quelque chose comme une espèce de paradoxe interne. Pour que la démocratie fonctionne bien, il faut qu'elle ne soit pas trop démocratique, quoi. Il faut que les gens qui composent le peuple, finalement, préfèrent travailler plutôt que d'aller à l'Assemblée, qu'ils ont plutôt travailler que de mener une vie de citoyen. Donc voilà, le bon peuple, dans cette logique-là, c'est le peuple qui n'existe pas trop comme peuple, un peuple justement dont l'acte est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dont l'acte essentiel consiste à se dessaisir de son pouvoir. Bon, on a là donc le correctif proposé à un des torts du peuple, quoi. Et puis, mais en même temps, il y a l'autre tort ou l'autre faute du peuple, qui est de ne pas consister assez, de pas exister en quelque sorte. C'est la question que pose Platon. Et là encore, avec au fond toujours trois termes, à savoir l'un, le multiple, et puis le deux, quoi. Mais simplement pas à la manière d'Aristote. Aristote, la question, c'est établir un équilibre à partir de deux forces antagoniques. Le problème de Platon, c'est un peu l'inverse, quoi. Établir un rapport de domination, donc un rapport clair de supériorité d'une partie sur une autre, quoi. Et au fond, le problème, c'est que pour que la partie supérieure, dans l'âme, comme on sait, et dans la cité, disons, ait un pouvoir sur la partie inférieure, donc pour qu'on ait en quelque sorte une bonne organisation de la collectivité, il faut d'abord que la partie supérieure existe. Et au fond, le tort de la démocratie, c'est en un sens que cette partie supérieure, elle n'existe pas. Elle n'existe pas, l'homme démocratique, dit Platon, est un homme qui est comme ça, justement, toujours en espèce d'équilibre total, complet, d'équilibre, si on peut dire, justement, c'est plutôt du déséquilibre, à savoir qui est finalement toujours tiraillé entre l'inférieur, le supérieur, les désirs. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces désirs, quoi. Et ça fait quoi? Ça fait une cité où il n'y a pas de principe de supériorité. Il n'y a pas de principe organisateur qui ferait que, on saurait qui sont les dominés, qui sont les dominants. Ces textes un peu caricaturaux où Platon nous explique que dans la cité athénienne, les femmes sont les égales des hommes, les étrangers les égaux des citoyens, les esclaves sont aussi libres que les maîtres, les parents craignent les enfants respectent plus les parents, les maîtres flattent les élèves se moquent des maîtres, et finalement, comme on sait, c'est même les chevaux et les ânes qui s'y mettent et qui, disons, refusent de céder la place aux passants parce qu'ils sont trop démocratiques pour ça dans les rues. Donc voilà. Le peuple démocratique est un peuple inconstant, en un sens inconsistant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun principe naturel de gouvernement. Parce qu'un principe naturel de gouvernement, c'est quoi? Au fond, c'est un principe où, justement, il y ait une supériorité, en quelque sorte, manifeste, qui s'impose sur une infériorité également manifeste, quoi. Il y a un autre passage de Platon, qui est au livre 3 des Lois, où il recense trois titres tous les titres, en quelque sorte, à exercer un pouvoir dans une cité. Et ces titres sont tous en quelque sorte des supériorités déjà acquises, quoi. Donc, il recense les titres. Il y a le pouvoir des maîtres sur les esclaves, le pouvoir des anciens sur les jeunes, le pouvoir des nobles sur les manants, le pouvoir des savants sur les ignorants, le pouvoir des forts sur les faibles. Et puis, donc voilà, il y a toute une série, disons, en quelque sorte, de rapports de supériorité qui sont déjà là, quoi. Bien sûr, celui que Platon préfère, c'est celui, bien sûr, où ce sont les savants qui imposent leurs lois aux ignorants. Malheureusement,
dans la cité athénienne, il y a, disons, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a, dit Platon, ce 7e titre qu'il appelle le titre du dieu, par ironie, à savoir le hasard, à savoir le tirage au sort. Le tirage au sort où, dit-il, ceux qui gagnent dominent et ceux qui perdent sont dominés. Bon, c'est d'ailleurs pas exact, puisque en fait à Athènes, disons, le tirage au sort ne servait pas, disons, à savoir qui était dominé et qui était dominant, puisque précisément dominé et dominant ne se distinguaient pas. Le tirage au sort servait simplement à, disons, à désigner les magistratures, du moins celles qui n'impliquaient pas, disons, une compétence particulière, comme évidemment d'être architecte ou d'être chef de guerre. Donc voilà, le problème c'est ça. Il y a toute une série de supériorités, en quelque sorte, qui sont évidentes, qui sont manifestes, qui prédisposent à occuper le pouvoir, à exercer le pouvoir. Et puis, il y a une espèce d'écart, une espèce d'exception bizarre, à savoir, en même temps, qui existe dans une cité, à savoir, au fond, un type de pouvoir paradoxal où le pouvoir est exercé par ceux qui n'ont aucune capacité particulière à exercer le pouvoir et aucune aptitude non plus particulière à être, finalement, à être gouverné, à être l'objet d'un exercice du pouvoir. Donc voilà, bon, c'est quelque chose, donc, disons, au fond, qui est un peu, voilà. Donc l'autre face, en quelque sorte, l'idée que, au fond, pour que le peuple soit consistant, il faut qu'il y ait un principe d'ordination de ce peuple. Et disons pour ça, disons, il faut, au fond, qu'il y ait justement un gouvernement qui soit le gouvernement, qui soit en quelque sorte comme légitimé par avance. Bon, enfin, tous ces titres de pouvoir, c'est quoi? C'est le fait que, bon, il y a des gens, en fait, qui sont qualifiés pour exercer le pouvoir parce qu'ils en ont la capacité. Cette capacité est prouvée par le fait que, déjà, ils exercent une autorité. Bon, voilà, d'une certaine façon, disons, il y a le mauvais régime, disons, et même coup, le mauvais peuple qui se définit par rapport à ça. C'est le mauvais peuple, c'est le peuple où il n'y a pas de principe de supériorité. Au fond, il n'y a pas de principe de différenciation entre celui qui doit gouverner et celui qui doit être gouverné. Mais bon, disons, enfin, on peut renverser les choses, après tout. On peut renverser les choses et dire que ce que Platon nous désigne là, c'est la spécificité précisément d'un type de peuple, le peuple démocratique, qui peut être le seul peuple vraiment politique. Parce que, bon, si le gouvernement est constitué en quelque sorte sur le mode de l'entreprise, quoi. Bon, il y a le riche qui commande et puis il y a les autres qui obéissent. Si le gouvernement est constitué sur le mode de l'école, quoi, bon, à savoir les savants commandent et les autres, bon, ils apprennent, quoi. Ou bien, voilà. Qu'est-ce qu'on a finalement si c'est les vieux qui, même si c'est les vieux qui gouvernent, bon, voilà. Il y a une autorité qui est naturelle. Cette autorité naturelle, bon, dans un sens, elle n'est pas politique. Elle n'est pas politique. On aura quoi? On aura, disons, un gouvernement des savants qu'on pourra appeler une technocratie, bon, un gouvernement des anciens, des vieux qu'on pourra appeler, je ne sais pas moi, patriarcat, une gérontocratie ou que sais-je. Mais en un sens, on n'aura pas de politique. On n'aura pas parce que pour qu'il y ait un gouvernement proprement politique, après tout, ou un pouvoir proprement politique, c'est pas forcément la même chose, un pouvoir et un gouvernement, on y reviendra. Bon, il faut qu'il y ait une spécificité. Et au fond, la seule spécificité en dehors de toutes ces supériorités déjà donné, c'est précisément en quelque sorte le titre qui reste, le titre dont se moque Platon, à savoir le titre de ceux qui n'ont aucune supériorité particulière, aucun titre particulier à gouverner les autres. Donc voilà, au fond, d'une certaine façon, cette espèce de préoccupation platonicienne peut-être nous met sur la voie peut-être d'un espèce de paradoxe en quelque sorte constitutif, peut-être de ce que c'est qu'un peuple. Pas simplement un peuple démocratique, mais on peut dire un peuple en quelque sorte authentiquement politique, c'est-à-dire un peuple qui est autre chose qu'un troupeau, ou bien que des élèves, ou bien que des employés, ou que sais-je. Voilà. Bon, le seul peuple, on peut dire vraiment politique, c'est l'ensemble constitué par ceux qui ont aucune propriété naturelle qui les prédispose à être soit disons gouvernants, soit gouvernés. Au fond, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pousse à bout la logique, et il faut toujours pousser un peu à bout la logique, même si ça peut paraître par un moment paradoxal ou pas possible, quoi. C'est que d'une certaine façon, le peuple vraiment politique se définit toujours un petit peu comme une espèce au fond, d'excédent, quoi. Excédent par rapport au fond, au compte des parties de la société, excédent par rapport au jeu normal des relations sociales, au jeu normal des équilibres de composition des forces,
et aussi, on peut dire, excédent par rapport, disons, par rapport au pouvoir constitué. Donc, au fond, le peuple est comme une espèce de nom générique de tous ceux qui... on peut dire disons des acteurs qui vont intervenir en quelque sorte dans l'espace public, alors que il n'y a aucun titre, qu'ils n'ont, disons, aucun droit particulier, qui interviennent justement comme représentants de ceux qui ne sont pas comptés ou ceux qui sont comptés pour rien. Restons encore un peu dans l'Antiquité, quoi. L'un des premières occurrences comme ça du mot démos, donc celui qu'on traduit par peuple, et donc le démos de la démocratie, on le trouve dans l'Iliade. Et dans l'Iliade, il y a un moment donné, c'est l'assemblée disons un peu des chefs troyens, quoi. Et dans cette assemblée, il y a un des frères d'Hector qui vient interpeller Hector en lui disant, parce que Hector n'a aucun compte de ce qu'il lui a dit, et lui dit, avec toi, on n'a pas le droit de parler quand on est du démos. C'est une chose de bizarre, parce que, disons, celui qui intervient là, c'est pas un petit artisan, c'est pas un petit boutiquier, c'est pas un homme du peuple, comme on dit habituellement. C'est un prince, lui, il est fils de Priam, comme Hector. Donc, autrement dit, ça nous amène à une espèce de déplacer cette définition, finalement, du peuple, quoi. À savoir, au fond, c'est pas tellement une catégorie sociale particulière, mais c'est plutôt l'ensemble des gens qui, n'ont pas droit à la parole, dont la parole n'est pas entendue, dont la parole est entendue considérée comme du bruit, et qui interviennent précisément pour se faire entendre, et au nom de tous ceux qui ne sont pas entendus. Donc, il faut une définition négative, mais qui peut se retourner un petit peu positivement. Le peuple, c'est alors l'ensemble de ceux qui précisément interviennent, se manifestent, prennent la parole, font peuple, disons, alors même que, disons, on leur dit qu'ils ont qu'à rester dans leur coin. On pourrait faire toute une histoire, en quelque sorte, de ces sujets politiques qui incarnent cette espèce de pouvoir du peuple comme excédent. Ça commence un petit peu avec le cas de... je ne vais pas faire disons, toute une recension, mais ça commence par le cas de la plèbe romaine qui se retire sur le mont Aventin, donc contre les patriciens. Donc. Et ce qui est il y a un récit classique qui en fait purement une espèce d'affaire économique, quoi, de conflit d'intérêts, quoi. Mais au XIXe siècle, il y a un écrivain, un philosophe français, Ballanche, qui réécrit le récit de la pétition sur l'Aventin complètement différemment, quoi. À savoir, le peuple se retire sur l'Aventin et, disons, mais pas simplement parce qu'il n'est pas content de la manière dont il traite les patriciens, mais il se retire sur l'Aventin pour démontrer proprement qu'ils sont capables de parler, qui sont des êtres parlants, et qui sont des gens dont on dénie la parole, mais qui pourtant, disons, affirment qu'ils l'ont. Parce que les patriciens, précisément, pensent... les patriciens, quand ils en parlent, ils disent, mais c'est pas des hommes, de toute façon, ils ne parlent pas, et c'est des espèces de bêtes, ils font des espèces de grognements, et disons... Et ils se réunissent en quelque sorte pour prouver qu'ils sont en quelque sorte capables de parler, capables de raisonner, capables d'argumenter et de se faire entendre. Et au fond, c'est aussi ça, disons, c'est ça qui est dans, disons, le cas des modernes prolétaires qui se soulèvent pas simplement, disons, parce qu'ils sont mal payés, maltraités, mais parce qu'ils ne veulent pas, disons, être finalement mis dans une espèce d'inframonde, quoi. C'est-à-dire dans une division où il y a un monde, mais il y a ceux qui travaillent, et puis il y a l'autre monde, ceux qui pensent, ceux qui gouvernent, ceux qui décident. Et voilà. Donc, il s'agit toujours finalement, au fond, lorsqu'on a ce qu'on pourrait appeler une intervention, disons, populaire, il s'agit proprement toujours, d'une certaine manière, dont s'introduisent, disons, comme membres, comme faisant partie de la communauté, les gens qui ne sont pas comptés dans la communauté. C'était encore quelque chose qui était manifesté justement de manière presque un peu exemplaire. C'est qu'en 1988, donc juste avant un peu la fin du bloc communiste, il y a eu ces manifestations qui étaient organisées notamment à Leipzig, quoi, où il y avait des gens qui défilaient sous la banderole « Nous sommes le peuple ». Nous sommes le peuple. Ils étaient quelques centaines, pas plus. Mais ils étaient le peuple, précisément, ça veut dire qu'ils incarnaient un peuple d'égaux, un peuple qui s'assemblait librement, à l'opposition, bien sûr, du peuple, disons, de leur régime, qui était précisément censé être une démocratie populaire, un État populaire. Donc, être le peuple, c'est à ce moment-là, précisément, encore une fois, être un peuple en plus, pas le peuple qui est incarné dans les institutions du gouvernement. Donc, au fond, un peuple qui ne se définit pas tellement par sa espèce de consistance qui serait sociologique ou que sais-je, mais qui se manifeste finalement par
la manière même d'agir, par la manière même de se déclarer, son action, justement, en perturbant à la fois l'équilibre donné des pouvoirs et aussi l'équilibre, en quelque sorte, des relations entre les forces sociales. Donc, au fond, le peuple qui agit comme peuple, c'est un peuple qui, on peut dire, là encore, se distingue d'un autre, quoi. Bon, le peuple qui agit se distingue du peuple que les gouvernants aiment bien, dont les gouvernants se réclament, ce qu'ils appellent majorité silencieuse. Bon, donc au fond, c'est le peuple ouvrier militant, bon, celui qui, c'est comme ça, qui se forme, qui se constitue, notamment au XIXe siècle, c'est pas l'ensemble social de ceux qui travaillent de leurs mains pour un salaire, non, c'est l'ensemble de ceux qui refusent la place que l'ordre existant accorde justement à ceux qui travaillent de leurs mains, quoi. Donc c'est un peuple qui s'affirme un peu comme peuple en excès par rapport à la distribution normale des parties de la population, en excès par rapport aux institutions étatiques qui définissent le pouvoir du peuple. Bon, on peut penser un petit peu justement à toute l'histoire des républiques, des révolutions modernes. Si on pense, ça commence déjà avec la Révolution française, où il y a l'Assemblée. Il y a l'Assemblée, d'accord, mais il y a les clubs, il y a les sections populaires, il y a la commune. Donc toujours quelque chose comme une espèce de peuple qui est en excédent par rapport à sa représentation. Ça veut dire aussi qu'il y a toujours un peuple qui agit, au fond, comme d'une certaine façon sur le mode du provisoire, sur le mode de la manifestation qui est toujours comme provisoire, comme anticipation d'un peuple qui n'existe pas encore, quoi. Un peuple qui existe par éclat, par éclipse, quoi. Un peuple par des séquences temporelles privilégiées, bon, des journées, des mois, quelquefois des années qui font exister, on peut dire, qui font exister un autre peuple, quoi. Et bien sûr, bon, d'une certaine façon, c'est peut-être ça le peuple véritablement politique, quoi. Le peuple qui existe dans cette espèce de manière justement d'affirmer toujours en excédent le pouvoir de ceux qui ne sont pas comptés ou la capacité de tous. Et bon, et bien sûr, en même temps, c'est un peuple qui est toujours considéré. Il y a toujours justement cette espèce de défaut d'être un peu, de pas être assez peuple, justement, de pas être assez, incarné. Et bon, et d'ailleurs, c'est ça un peu, dire, qui soutenait la critique platonicienne, pour y revenir, quoi. C'est-à-dire que Platon ne demande pas simplement qu'il y ait la hiérarchie, quoi, puis que les savants commandent et que les autres obéissent, les ignorants obéissent. Non. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que la communauté existe justement comme une espèce au fond, de capacité un peu incorporée, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir du supérieur doit exister comme manière d'être un petit peu de chacun des membres de la communauté, d'où l'insistance sur cette espèce du rôle de l'éducation des corps et des âmes, de la gymnastique, de la musique. Bon, dans le peuple, il ne peut pas simplement être un au sens, le peuple il est là, puis il se croise les bras. Non, justement, le peuple de Platon ne doit pas se croiser les bras, il doit toujours être en action, quoi. Dans les lois, il explique ça très bien, il faut que le peuple soit toujours en mouvement. Donc, par conséquent, il recommande que les enfants soient toujours bercés. Donc, il faut d'avoir un système que les enfants apprennent dès le début, en quelque sorte, à ne jamais rester en place, quoi. Et bon, de même dans les lois, bon, il y a tous des passages un peu surprenants, quoi. On explique il faut que tout le monde danse dans la communauté, quoi. Il faut que la communauté, en quelque sorte, se représente à soi-même tout le temps, un petit peu son unité comme unité du mouvement, comme unité de multiplicité. Et donc, par conséquent, il faut que tout le monde danse. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de danser, notamment les vieux, quoi. Et comme les vieux n'ont pas envie de danser, il faut les faire boire pour qu'ils dansent. Donc, parmi les lois, disons, que les sévères législateurs doivent imposer dans la cité bien gouvernée, il y a des lois qui disent qu'il faut enivrer les vieux pour que les vieux se mettent à danser, que pour la communauté existe comme communauté. Bon, il y a toujours cette espèce de requête que le peuple politique est une espèce de réalité, une réalité musicale, une réalité gymnastique, et bon, c'est quelque chose, au fond, qui nous a jamais quittés, quoi. On peut prendre, je n'ai pour 5 minutes, faut pas me brutaliser, hein. Bon, donc on a pu prendre de la distance par rapport à l'ordre hiérarchique platonicien à l'âge moderne, mais en même temps, il y a toujours cette requête que le peuple existe comme une communauté de gens nourris par les mêmes récits, fraternisant dans les mêmes exercices. C'est quelque chose qui fait corps avec une idée du peuple républicain. On peut penser à ce que dit Rousseau sur les fêtes civiques qui sont le peuple qui agit ensemble, qui est en mouvement ensemble contre le peuple qui est au théâtre, qui est là comme ça, qui est assis dans le noir et qui regarde des gens qui sont sur une scène comme moi en ce moment, quoi. Donc, ça continue avec toutes les fêtes révolutionnaires, ça continue avec toutes les grandes parades gymnastiques chorales qu'on a connues dans les révolutions. Dans les révolutions et les contre-révolutions d'ailleurs aussi du XXe siècle. Au fond, cette recherche permanente d'un espèce de peuple qui soit vraiment incarné, un peuple de chair et de sang, mais aussi un peuple qui soit
voilà, un peuple qui soit bien en son lieu propre, qui ait ses vertus identifiables, qui soit bien tel qu'en lui-même. Et en même temps, bien sûr, tout se passe comme si cette recherche était une sorte de fuite continuelle en avant. Bon, si j'avais eu le temps, mais là je suis surveillé, donc je n'aurais pas le temps. J'aurais pu montrer ça. Bon, il paraît en 1846 un livre d'un grand père fondateur de la République, un petit peu de quelque sorte d'idéal républicain en France, à savoir Jules Michelet, quoi. Donc Michelet en 1846 publie ce livre qui s'appelle Le Peuple. Le Peuple, avec l'idée, justement, qui était un petit peu une idée très partagée au XIXe siècle, à savoir que si la Révolution française a échoué, si elle est devenue terroriste, parce que le peuple était trop abstrait. C'était un peuple, peu importe. On ne va pas discuter, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses, quoi. Donc au fond, l'idée que voilà, ce peuple était trop abstrait, c'était un peuple de la loi, des institutions, que ce qu'il fallait, c'était un vrai peuple, quoi. C'est simplement un peuple qui soit nourri en quelque sorte par une espèce de chaleur, d'énergie propre du peuple. Il y a toute une espèce de recherche un peu obsessionnelle chez Michelet. Au fond, voilà, en disant là, il faut retrouver la chaleur populaire, quoi. Le problème, c'est que pour ça, Michelet, c'est toujours un peu le même système, à savoir que le peuple, il faut aller le chercher, donc il se met en voyage, et il dit voilà, je viens du peuple, maintenant je suis dans un monde, je suis propre au Collège de France, quoi, dans un monde qui est le monde des livres. Évidemment, le monde des livres, c'est le contraire du monde du peuple, donc je vais retourner, je suis retourné dans le cadre du livre du peuple, je suis retourné pour voir le peuple, pour voir qu'il était bien toujours pareil à lui-même, un petit peu la sève, la source de vie, la chaleur, etc. Bon, très bien, ça c'est ce qu'il déclare dans la préface, et puis la suite du livre, c'est tout à fait le contraire, quoi. À savoir, il va visiter les paysans et catastrophe. Bon, le paysan, c'est le peuple par excellence, quoi. Le peuple attaché à la terre, le peuple propriétaire, le peuple qui fait corps avec la terre, avec la sève nourricière, etc., quoi. Le seul problème, c'est que pour être vraiment peuple, donc il faut être peuple paysan propriétaire, quoi. Pour être propriétaire, il faut s'endetter. Et pour s'endetter, bien sûr, il faut être à la merci de l'usurier, à la merci de l'autre, à la merci du prêteur, qui, bien sûr, à l'époque, va s'incarner, disons, dans la figure du juif, évidemment. Donc, par conséquent, voilà, le vrai peuple paysan, c'est un peuple, finalement, qui se définit par quelque chose qui, en même temps, va l'altérer, va faire qu'il va être le jouet d'un autre, quoi. Et de même, du coup, le peuple paysan, il va partir à l'usine, partir à la ville, partir à l'atelier. Et bien sûr, là, c'est autre chose qui va l'attendre, à savoir le froid, le froid de la machine, la machine inhumaine, les heures de l'atelier qui sont toujours pareilles, ainsi de suite. Il y a des ouvriers qui essayent de s'en sortir, justement, qui essayent de s'instruire, d'acquérir du savoir, d'exprimer la voix du peuple, mais là, catastrophe. Parce que, nous dit Michelet, dès qu'ils se mettent à parler, ils parlent d'une manière empoulée, ils ne parlent pas comme le peuple, ils emploient des expressions qui ne sont pas les leurs. C'était l'époque où il y avait la grande vogue des poètes ouvriers. Les poètes ouvriers, notamment, on attendait d'eux qu'ils soient la voix du peuple, quoi. Pardon ? C'est pas grave, c'est 5 minutes élargies. Évidemment, donc, disons, d'une certaine façon, le voyage arrive à ce point, d'une certaine façon, que, ce peuple qu'on allait chercher sur place, mais il n'arrête pas de se dérober, de s'en aller plus loin. Finalement, le peuple que Michelet va aller chercher, c'est le peuple, finalement, ce sera le peuple des morts, quoi. Donc, finalement, c'est l'historien qui va résoudre la question en allant faire parler le peuple des morts, parce que, finalement, les morts, c'est ceux qui ont transcrit la vie, qui ont transmis la vie, quoi. Donc, voilà, il y a, en quelque sorte, toujours cette espèce de requête qui ne nous a pas quittés, justement que le peuple qui agit comme, au fond, le représentant de tous ceux qui ne sont pas comptés. En même temps, ce peuple-là est une espèce de consistance, de chair, qui soit bien là où il est, qui soit toujours, en quelque sorte, identifiable, qui montre qu'il est peuple, quoi. Et je crois que c'est quelque chose, bien sûr, qui pendant très longtemps a été un petit peu comme résolu dans nos pays, parce qu'il y avait un peuple, justement, ce peuple ouvrier, qui était à la fois, précisément, le peuple qui faisait marcher les machines, le peuple qui, en même temps, pouvait arrêter les machines, donc qui était à la fois une espèce d'une réalité sociale compacte, et puis qui était en même temps, disons, le fond porteur d'une espèce de projet d'avenir, qui était la force qui, à la fois, faisait tourner le monde et qui, en même temps, pouvait le faire tourner autrement, quoi. Et depuis, effectivement, que ce peuple a été un petit peu comme, disons un peu comme décomposé, donc depuis, on peut dire que l'offensive, véritablement, des pouvoirs capitalistes et étatiques l'ont fragmenté, l'ont, d'une certaine manière, dissous, disons, envoyé un petit peu partout, transformé, au fond, en une espèce de collection d'individus. Qu'est-ce qu'on a ? On a un petit peu ces mouvements qui sont des mouvements, au fond, de gens qui essayent de refaire peuple, quoi. Les mouvements du type, les mouvements des places, les mouvements Occupy, les mouvements de nuit, de lieu, etc., Gilets jaunes, où on essaye de refaire peuple, quoi. Et ce qui est significatif, justement, c'est que, on n'arrive plus, disons, à la fois, ils font peuple, précisément, en interrompant la circulation, en occupant des ronds-points qui sont faits juste pour qu'on tourne, et puis en s'y mettant, donc on peut dire, en subvertissant un petit peu le rapport au temps et à l'espace, quoi. Et en même temps, disons, il y a toujours cette espèce de reproche qui ne sont pas assez
peuple, pas assez identifiables, et qui font que ces groupes essayent généralement de compenser par une espèce, je dirais, comme des de performance propre, quoi, de prouver qu'ils sont peuple, au sens où véritablement ils recréent un peuple. Si on pense par exemple au rôle des assemblées dans tous les mouvements Occupy, le mouvement du 15 mai à Madrid, le mouvement de Nuit debout en France. Bon, Monsieur Rancière, de performativité qui fait que on veut prouver qu'on est peuple, quoi.